À la diarrhée aiguë chez l'enfant, c'est un grand classique, on en voit tous les jours en consultation. Et si la plupart du temps ça se passe bien, il y a des cas où ça peut devenir vraiment très sérieux. Alors la question c'est comment aborder ça de façon structurée et surtout efficace. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà notre plan de match. On va d'abord situer le problème, puis on va plonger dans les causes. Ensuite, on évaluera le risque vital. On posera les deux grands piliers du traitement et enfin, on verra quelle est la juste place des médicaments. C'est parti! Allez, on attaque. La diarrhée aiguë, ce n'est qu'un symptôme. Notre vrai travail de clinicien, c'est de regarder ce qui se cache derrière. Quel est le vrai danger? L'ennemi qu'il faut absolument identifier et combattre. Et il faut tout de suite mettre les choses en perspective. À l'échelle mondiale, ce n'est pas du tout une petite maladie sans conséquences. C'est l'une des toutes premières causes de mortalité infantile. Comprendre ça, c'est déjà comprendre l'urgence et l'importance d'une prise en charge impeccable. Donc, la question clé est la suivante. Face à un enfant qui a la diarrhée, quelle est notre cible prioritaire? Contre quoi on se bat vraiment? Eh bien, ce n'est pas tant le microbe lui-même que sa conséquence la plus directe et la plus dangereuse. Bon, pour bien traiter, il faut comprendre la cause. Et là, la clinique est reine. Rien qu'en observant l'aspect des selles et les autres symptômes, on a déjà une très bonne idée de qui est le coupable. En gros, il y a deux grands scénarios possibles. Premier scénario, le syndrome cholériforme. Pensez à un robinet ouvert. C'est une diarrhée très, très liquide, de l'eau quasiment. C'est typique d'une cause sécrétoire, et dans la grande majorité des cas, c'est un virus. Le deuxième tableau, c'est le syndrome dysentérique. Là, c'est une autre histoire. On n'est plus dans la fuite d'eau, on est dans l'attaque, l'invasion de la paroi intestinale. Et ça se traduit par des selles avec des glaires, du pus, voire du sang. Et là, il faut tout de suite penser à une bactérie. Pour les diarrhées sécrétoires, les grands responsables sont donc les virus. Le chef de file, c'est bien sûr le rotavirus, le grand classique des épidémies de gastro en hiver dans les crèches. Mais il n'est pas seul. L'important à retenir, c'est que les virus, c'est la cause d'environ 80% des diarrhées aiguës. C'est colossal. Et pour le tableau invasif, on change de monde. On parle de bactéries. Des noms comme Shigella, Salmonella, Campylobacter. Leur point commun? Elles agressent la muqueuse intestinale. C'est pour ça qu'on retrouve du sang et des glaires. Le message est simple. Glaire ou sang égale pensée bactérie. Et nous voilà au point absolument central. Ce qui fait la gravité d'une diarrhée aiguë chez un enfant, ce n'est pas le nom du germe, c'est la déshydratation. C'est ça le véritable et unique ennemi. C'est ça qui peut tuer. Toute notre évaluation doit être obsédée par une seule chose, quantifier cette déshydratation. Et pour ça, il y a un chiffre magique, un seuil critique à avoir en tête, 10%. Une perte de poids de plus de 10%, c'est le signal d'alarme absolu. Ça signifie déshydratation sévère et ça signifie hospitalisation et réhydratation par voie veineuse. Ce n'est pas négociable. Concrètement, comment on la repère, cette déshydratation? On regarde deux choses. D'abord, les signes de perte extracellulaire. Le fameux pli cutané qui reste, les yeux qui se creusent, la fontanelle déprimée chez le bébé. Et ensuite, les signes de perte intracellulaire. Là, c'est un enfant qui a une soif intense, qui a la bouche et la langue complètement sèches. Quand on a les deux en même temps, attention, le danger est imminent. La démarche doit être rigoureuse, en 3 temps. 1. On pèse l'enfant, c'est l'indicateur le plus objectif. On compare au dernier poids connu et on calcule le pourcentage de perte. 2. L'examen clinique. On cherche méthodiquement tous les signes qu'on vient de voir. Et 3. On synthétise tout ça pour classer la sévérité. Légère, modérée ou sévère. C'est ce classement qui va dicter toute la prise en charge. Bon, une question pratique se pose alors. Faut-il systématiquement demander des examens complémentaires, comme une analyse de sel? La réponse, dans l'immense majorité des cas, est un non catégorique. La coproculture, ce n'est pas un examen de routine. On la garde pour les situations qui sortent de l'ordinaire. Une diarrhée avec du sang ou des glaires, une fièvre très élevée qui fait craindre un sepsis, une diarrhée qui traîne au-delà de 5 jours, ou bien sûr une déshydratation sévère. Pour la gastro-entérite virale classique, c'est un examen inutile. On a évalué le problème, maintenant le traitement. Et là, la stratégie est presque déconcertante de simplicité. Mais c'est une simplicité qui sauve des vies. Tout repose sur 2 piliers, et seulement 2. Ces 2 piliers, les voici. Premièrement, réhydrater pour compenser les pertes. Deuxièmement, réalimenter. Et ce, le plus tôt possible pour éviter la dénutrition. C'est ce duo qui a complètement changé le pronostic et qui fait toute la différence.
Le premier pilier, c'est donc la réhydratation. Et l'arme de choix, c'est la solution de réhydratation orale, le SRO. C'est le traitement de première ligne pour toute déshydratation en dessous de 10%. La magie de ces sachets, c'est leur composition très précise en sucre et en sel, qui utilise une sorte de pompe naturelle dans l'intestin pour forcer l'eau à rentrer dans le corps. La technique, c'est de donner de toutes petites quantités, mais très, très souvent pour ne pas déclencher de vomissements. Alors, quand est-ce qu'on sort l'artillerie lourde, la perfusion? Seulement quand on n'a plus le choix, c'est-à-dire une déshydratation sévère, au-dessus des fameux 10%, des signes de choc, des vomissements qui empêchent toute prise orale, ou bien un échec constaté de la réhydratation par la bouche. Ce sont les seules indications. On passe au deuxième pilier, réalimenter. Il faut absolument chasser cette vieille idée de mettre l'intestin au repos. C'est une erreur. On doit réalimenter et vite. La règle est simple. Après une courte phase de 4 heures de réhydratation exclusive, on recommence à nourrir l'enfant. On continue le lait maternel ou son lait habituel. Pourquoi? Parce qu'un intestin qui ne mange pas est un intestin qui ne guérit pas. Et les médicaments dans tout ça? On voit bien qu'ils arrivent en dernier. Ils ne sont jamais le cœur du traitement. Ce sont des aides, des adjuvants qu'on peut utiliser dans des situations bien précises, mais il faut être très prudent. Au feu vert, ce qu'on peut utiliser sans trop de risques. Les antisécrétoires comme le racécadotril, qui peuvent aider à diminuer un peu le volume des selles. Il y a aussi les probiotiques qui aident à restaurer la flore intestinale. Ce sont des aides, mais elles ne remplacent jamais, au grand jamais, la réhydratation. On passe au feu orange avec les antibiotiques. Leur indication est rare, on les réserve aux formes invasives documentées, comme certaines shigelloses, ou en cas de signes de gravité qui font craindre un sepsis. Pour les 80% de gastrovirales, les antibiotiques sont inutiles et même néfastes. Et enfin, le feu rouge absolu, l'interdiction formelle, les ralentisseurs du transit, comme le loperamide. C'est un grand non. C'est formellement contre-indiqué et dangereux chez l'enfant. En bloquant le transit, on empêche l'élimination des microbes et on risque des complications gravissimes. Donc ça, c'est à bannir complètement. Pour conclure, cette phrase résume parfaitement la situation. Dans la diarrhée de l'enfant, la solution, c'est littéralement la solution de réhydratation. Le vrai défi pour nous, au quotidien, c'est de bien éduquer les parents et de savoir reconnaître les signes subtils qui montrent que la réhydratation à la maison ne suffit plus, pour agir juste à temps, avant que la situation ne devienne critique.